Tout a commencé par ce qui semblait être un jeudi soir tout à fait ordinaire dans notre appartement du Marais, en plein cœur de Paris. Le ventilateur brassait l'air lourd de cette fin d'été parisienne alors que Léa et moi finissions de dîner sur notre petite table de cuisine. Nous étions tombés dans une routine confortable après 3 ans de vie commune, le genre de routine où l'on peut prédire ce que l'autre va dire avant même qu'il n'ouvre la bouche. J'étais en train de débarrasser les assiettes quand j'ai mentionné que la facture d'électricité était plus élevée que d'habitude à cause du climatiseur mobile qu'on laissait tourner pendant la canicule. J'avais déjà analysé les pics de consommation, croisé les données avec les rapports météo de Météo France, et j'avais compris exactement pourquoi ce surplus était apparu. C'était ma façon d'être. Je résolvais les problèmes avant même qu'ils n'en deviennent. Au fait, tu as pensé à me faire le virement pour ta part des charges ce mois-ci, ai-je demandé, en gardant un ton léger. C'était la 3e fois qu'elle oubliait, mais je ne l'ai pas mentionné. Toutes les factures arrivaient sur mon mail et je gérais tout via un tableau Excel que je tenais à jour. Sa part n'était qu'un simple virement. Léa a levé les yeux de son téléphone et quelque chose dans son expression a changé. Je le ferai plus tard, a-t-elle dit, mais il y avait une pointe d'agacement dans sa voix que je ne comprenais pas tout à fait. Bien sûr, rien ne presse. Je voulais juste te le rappeler avant de valider le paiement. C'est à ce moment-là qu'elle a posé son téléphone avec plus de force que nécessaire. Hugo, arrête. J'ai marqué une pause, une assiette encore à la main. Arrête quoi? Arrête de vouloir t'occuper de tout pour moi. Sa voix a tranché le silence de la cuisine comme une lame. Je ne suis pas une enfant. L'atmosphère a changé instantanément. Je l'ai ressenti physiquement, comme si la température avait chuté de 10 degrés malgré la moiteur de l'appartement. Je suis resté là, figé, l'assiette pesant de plus en plus lourd dans ma main. Elle a continué, laissant sa frustration déborder. Je n'ai pas besoin que tu gères chaque détail de ma vie. Les factures, les rendez-vous pour la révision de la voiture, les listes de courses, tout ça. Je suis capable d'assumer mes propres responsabilités. Je n'ai pas discuté, je ne me suis pas défendu, et je n'ai pas expliqué que je n'avais jamais pensé qu'elle était incapable de gérer les choses. J'ai juste hoché lentement la tête et j'ai dit « d'accord ». Le mot est resté suspendu entre nous pendant un moment. Elle a semblé satisfaite d'avoir fait passer son message, que je l'avais enfin entendu. Elle s'est levée, a pris son verre de vin et s'est dirigée vers la chambre, me laissant seul dans la cuisine avec un évier plein de vaisselle et la tête pleine de questions. J'ai fini de nettoyer en silence. Mes mains effectuaient les gestes familiers tandis que mon esprit rejouait la conversation en boucle. Le mot « gérer » résonnait. Est-ce que c'était vraiment ce que je faisais? Gérer sa vie? Cette nuit-là, je suis resté éveillé à fixer les pales du ventilateur de plafond qui tournait lentement. Léa dormait déjà à mes côtés, ou du moins elle faisait semblant. J'ai repensé à ces 3 dernières années. L'inventaire mental s'est fait facilement parce que je le tenais sans même m'en rendre compte. J'avais payé chaque facture EDF, organisé chaque rendez-vous de maintenance, planifié chaque vidange pour sa voiture. Je remplissais le frigo chaque vendredi soir au Monoprix, je coordonnais notre calendrier social, je me souvenais des anniversaires de ses amis, je récupérais ses ordonnances à la pharmacie en même temps que les miennes. J'avais réparé le robinet qui fuyait, monté les meubles IKEA, accroché les cadres exactement là où elle le voulait. Pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que je voyais ce qu'il y avait à faire et que je le faisais. Je pensais être un bon partenaire. Elle pensait que j'étais contrôlant. La blessure s'est transformée en quelque chose de plus froid au fil des heures, quelque chose de résolu. Une décision s'est cristallisée dans mon esprit vers 3 heures du matin, claire et tranchante comme de la glace. Très bien, j'allais arrêter. Si elle ne voulait pas que je m'occupe des choses, je ne m'en occuperais plus. Si elle voulait gérer sa propre vie, je la laisserais gérer absolument tout. Ce n'était pas de la vengeance. Je me disais que c'était de l'équité. C'était le respect de la limite qu'elle avait clairement tracée. Cette décision s'est abattue sur moi comme de l'eau glacée, froide et clarifiante. Je n'étais pas en colère. J'en avais juste fini. Le lendemain matin, je me suis réveillé à mon heure habituelle, mais je ne me suis pas levé pour préparer le café. Normalement, je faisais couler le café avant même que l'alarme de Léa ne sonne. Son bol préféré était prêt sur le plan de travail, le lait à la température idéale. C'était un petit détail, mais c'était quelque chose que j'avais fait chaque matin pendant 3 ans. Pas aujourd'hui.
Je me suis préparé pour aller au bureau pendant qu'elle dormait encore. Quand je l'ai entendu bouger dans la chambre, je ramassais déjà mes affaires pour partir. J'ai entendu ses pas s'arrêter sur le seuil de la cuisine. À travers le mur, je l'imaginais debout, regardant la machine à café vide, le bol inutilisé, essayant de comprendre cette rupture dans la routine. Je suis sorti et je l'ai trouvé avec le manuel de la machine à expresso à la main, l'air perplexe. « Il n'y a pas de café ?» a-t-elle demandé. Je n'en ai pas fait. J'ai pensé que tu t'en chargerais. Ses sourcils se sont froncés. Tu fais toujours le café. Je sais, mais j'essaie de ne plus rien gérer pour toi. J'ai gardé une voix neutre, factuelle. Les instructions sont assez simples, cela dit. Je voyais bien qu'elle analysait la situation, essayant de décider si j'étais mesquin ou si elle avait provoqué cela elle-même. Elle a choisi de ne pas relever. Bon, peu importe. Alors que je passais la porte, elle m'a interpellé. Ah, tu pourrais emmener ma voiture au garage pour ce voyant moteur aujourd'hui? Il est allumé depuis une semaine. Je me suis retourné. Le voyant moteur. Je l'avais remarqué il y a presque une semaine et j'avais déjà cherché les causes probables, identifié quel garage du côté du boulevard de Sébastopol avait les meilleurs avis et je prévoyais de les appeler ce matin-là. Tu devrais probablement t'en occuper, ai-je dit. Ah bon? Alors, tu vas les appeler. C'est ta voiture, Léa. Tu peux t'en charger. L'expression sur son visage valait d'être notée. Un mélange de confusion et d'incrédulité, comme si je venais de lui parler dans une langue étrangère. C'était la première fissure visible dans notre routine, et je la voyais essayer de comprendre. Sérieusement, tu as dit que tu n'avais pas besoin que je gère ta vie. Je respecte ça. Je suis parti avant qu'elle ne puisse répondre, et en conduisant vers le travail, j'ai ressenti un mélange d'émotions très étranges. Il y avait une satisfaction amère dans cette limite que je posais, mais en dessous, quelque chose de vide et de triste. J'ai chassé ce sentiment. Elle voulait de l'indépendance. Voilà à quoi ressemblait l'indépendance. Les jours suivants ont instauré un nouveau modèle. Chaque interaction devenait une occasion de se retirer. Des petits-fils qu'on arrache au tissu de notre vie commune. Le vendredi soir, elle est rentrée du travail et a ouvert le réfrigérateur. J'étais au salon et j'ai entendu la porte se refermer plus fort que nécessaire. « Tu ne vas pas chez Biocoupe ?» a-t-elle crié. C'était notre routine du vendredi. Je m'arrêtais toujours sur le chemin du retour, je refaisais les stocks en fonction de ce qu'on avait mangé dans la semaine, je prenais les ingrédients pour les repas du week-end. J'ai ce qu'il me faut pour moi, ai-je dit sans lever les yeux de mon téléphone. Si tu as besoin de quelque chose, tu devrais y aller. Silence dans la cuisine, puis le son d'une commande Uber Eats sur son téléphone. 20 minutes plus tard, elle mangeait seule à table pendant que je me préparais un sandwich. Nous n'avons pas échangé un mot. Samedi matin, j'ai reçu un SMS pendant que j'étais à la salle de sport. Tu peux passer prendre mes médicaments? C'est prêt à la pharmacie de la rue des Archives. Son traitement contre les allergies. Je les prenais en même temps que mes propres renouvellements depuis 2 ans. Le personnel de la pharmacie connaissait nos 2 noms. J'ai répondu par SMS, je n'y vais pas aujourd'hui. Tu peux y passer. Les 3 petits points de saisie sont apparus et ont disparu plusieurs fois avant que sa réponse n'arrive, ok. Dimanche. Le rappel de la facture Internet a sonné sur nos 2 téléphones. Nous étions assis aux 2 extrémités du canapé. Le silence entre nous devenait à la fois plus confortable et plus insupportable. « Tu as payé Internet ?» a-t-elle demandé sans quitter son ordinateur des yeux. « Non, c'est à payer pour demain. Les codes d'accès sont dans le mail que je t'ai transféré. » Cette fois, elle a levé les yeux. « Pourquoi tu ne l'as pas juste payé? Tu le fais toujours. » C'était le moment que j'attendais. L'occasion de rendre le lien explicite. « Tu as dit que tu n'avais pas besoin que je gère les choses. Je te prends au mot. » Sa mâchoire s'est contractée. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. » Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Elle n'avait pas de réponse, ou du moins aucune qu'elle n'était prête à formuler à voix haute. Elle s'est replongée dans son écran, a tapé agressivement pendant quelques minutes, puis s'est levée pour aller dans la chambre. J'ai entendu la porte se fermer. Pas un claquement, juste un clic ferme qui signifiait que la conversation était terminée. Lundi matin, jour des poubelles.
J'avais toujours sorti les bacs sur le trottoir en partant. Le bac de recyclage débordait. La poubelle d'ordures ménagères était presque pleine. Je suis passé juste devant, je suis monté dans ma voiture et je suis parti travailler. À 11 heures, mon téléphone a vibré. Sérieusement? Les poubelles? Je n'ai pas répondu. Le soir même, en rentrant, j'ai trouvé les bacs toujours près de la porte à l'intérieur de l'appartement. Elle avait travaillé toute la journée, était rentrée et avait décidé que c'était un bras de fer qui valait la peine d'être mené. Ça m'allait. J'avais toute la patience du monde. Je me suis fait à dîner. Blanc de poulet, riz, brocoli vapeur, une seule portion soigneusement mesurée. Quand Léa est sortie de la chambre et m'a vu dresser mon assiette, elle s'est arrêtée net. Tu n'as pas cuisiné pour moi. J'ai pensé que tu gérerais ton propre dîner. Tu es parfaitement capable. La blessure qui a traversé son visage m'a presque fait fléchir. Presque. Mais je me suis rappelé ces mots du jeudi soir. Ce ton dédaigneux. L'accusation de la traiter comme une enfant. C'était ce qu'elle avait demandé. Elle a encore commandé à manger. Nous avons mangé en silence. Elle sur le canapé, moi à table avec mon repas précis. L'appartement semblait plus grand que d'habitude. L'espace entre nous s'étirait. Chaque petit retrait donnait l'impression de découdre notre lien. Je ne suis pas cruel, me disais-je. Je suis juste littéral. Elle voulait gérer sa propre vie. Je la laissais faire. Le mardi soir, la tension était devenue palpable. Je suis rentré et l'appartement était sombre. Je n'avais pas allumé les lumières le matin et elle n'avait apparemment pas pris la peine de le faire en rentrant avant moi. Les poubelles s'entassaient toujours à l'intérieur. Aucun de nous n'avait fait de course. Une couche visible de désordre s'accumulait sur chaque surface. Léa était assise dans le salon sombre et quand je suis entré et que j'ai allumé, elle m'a regardé avec une frustration à peine contenue. « Qu'est-ce qui t'arrive » a-t-elle demandé, la voix serrée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Ne joue pas au plus bête, Hugo. Elle a fait un geste vers l'appartement. Ce cinéma passif-agressif. Tu essaies de prouver quoi? J'ai posé mon sac avec précaution, prenant mon temps pour répondre. Tu m'as demandé d'arrêter de m'occuper de tout pour toi. Je respecte ta demande. Ce n'est pas ce que je voulais dire et tu le sais très bien. Ah bon? J'ai gardé une voix calme. Parce que ce que tu as dit, c'est que tu n'avais pas besoin que je gère ta vie, que je te traitais comme une enfant. Alors j'ai arrêté. Je ne gère plus rien pour toi. Il y a une différence entre aider et contrôler. Je n'ai jamais pensé que je te contrôlais, ai-je dit doucement. Je pensais être un bon partenaire en prenant les décisions, en gérant tout sans même te demander. Tu n'as jamais protesté avant. Tu avais l'air heureuse que les choses soient prises en charge. Elle s'est levée, agitée. Parce que je ne me rendais pas compte que ça me donnait l'impression d'être invisible, comme si mon seul rôle était de figurer dans une vie que tu avais déjà organisée. L'accusation a piqué parce qu'il y avait une part de vérité, même si ce n'était pas mon intention. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, Léa? Je veux que tu me vois comme ton égal, pas comme un projet à gérer. Je te vois comme mon égal, mais des égaux partagent les responsabilités. Et toi, tu avais arrêté de les partager. Tu ne les remarquais même plus. Sa bouche s'est ouverte puis refermée. Elle n'avait pas de réponse à cela, ou ne trouvait pas les mots. Finalement, elle a juste secoué la tête et a quitté la pièce. La porte de la chambre s'est fermée avec un clic sourd. Je suis resté là, dans le salon trop éclairé, entouré de désordre, me sentant vide. Ce n'était pas de la satisfaction, mais je me disais que c'était nécessaire. Le mercredi soir a tout changé. J'étais resté tard au bureau, évitant délibérément de rentrer dans cette guerre froide qu'était devenue notre appartement. Mon téléphone a sonné vers 18h30. Le nom de Léa sur l'écran. Il n'y a plus de courant, a-t-elle dit quand j'ai décroché. Sa voix avait une tonalité étrange, de la panique mêlée à de l'inquiétude. Est-ce que tu as vérifié le disjoncteur, Hugo? Tout l'immeuble n'est pas coupé, juste chez nous. J'ai vérifié auprès des voisins. Un soupçon glacial s'est formé dans mon estomac. Est-ce que tu as payé la facture EDF? Silence à l'autre bout du fil. Un silence assez long pour que je connaisse la réponse.
C'était à payer pour mardi, ai-je dit, gardant une voix neutre. Je t'ai envoyé les accès dimanche soir. Tu as laissé couper le courant. Sa voix est montée d'un ton. Tu es fou? Je n'ai rien laissé faire du tout. La facture était sous ta responsabilité. Tu as choisi de ne pas la payer. Je pensais que tu t'en chargerais. Tu t'en charges toujours. Tu m'as dit d'arrêter de m'occuper de toi. Je respecte la limite que tu as posée. C'est de la folie. C'est l'indépendance, ai-je dit calmement, puis plus doucement, le numéro du service client est sur la facture. Ils ont une ligne de paiement hors horaire. Elle a raccroché sans un mot de plus. Je suis resté au bureau une heure de plus, incapable de me résoudre à rentrer. Quand je l'ai enfin fait, je l'ai trouvée assise sur le canapé dans l'obscurité, éclairée seulement par l'écran faiblissant de son téléphone. L'appartement commençait déjà à chauffer, la chaleur parisienne s'engouffrait sans la ventilation pour la repousser. Je suis entré discrètement, j'ai posé mon sac. Elle n'a pas levé les yeux, n'a pas accusé ma présence. Je voyais, aux papiers éparpillés sur la table basse, qu'elle s'était débattue avec la compagnie d'électricité. Le rétablissement n'aurait pas lieu avant demain matin. Frais de remise en service, 75 €. Rétablissement le lendemain si elle avait de la chance. Je me suis assis dans le fauteuil en face d'elle, pas sur le canapé à côté d'elle. L'obscurité pesait lourd sur nous deux. Je les ai appelés, a-t-elle fini par dire d'une petite voix. Ils ont dit que comme c'était le deuxième retard de paiement, ils coupaient plus vite. Je ne savais pas qu'il y avait eu un premier retard. C'était le mois dernier. Je l'ai payé avec les pénalités de retard. Je ne t'en ai pas parlé parce que je ne voulais pas que tu te sentes mal. Elle a levé les yeux vers moi et, dans la lueur de son téléphone, j'ai vu son visage clairement. Elle n'était plus en colère. Elle avait l'air ébranlée, perdue. Je ne comprenais pas, a-t-elle murmuré. Toutes ces choses que tu faisais, je ne voyais rien du tout. J'ai eu envie de dire quelque chose de cinglant, quelque chose qui lui ferait sentir le poids de ce que je portais. Mais en la voyant là, dans le noir et la chaleur étouffante, je me suis juste senti fatigué. Maintenant, tu vois, c'est tout ce que j'ai dit. Nous sommes restés assis en silence pendant un long moment. Pas le silence hostile des derniers jours, mais quelque chose de différent, de plus pesant. Le genre de silence qui s'installe quand on réalise que quelque chose a fondamentalement basculé et qu'on n'est pas sûr de pouvoir revenir en arrière. Le symbolisme ne m'échappait pas. Assis dans le noir, le travail invisible devenait enfin visible par son absence. Elle assise seule, expérimentant l'isolement de la véritable indépendance, moi présent, mais n'aidant pas. Cette nouvelle dynamique s'affichait au grand jour. Je pensais que ce moment ressemblerait à une justice. C'était juste triste. Finalement, je me suis levé et je suis allé me coucher. Elle est restée sur le canapé. Je me suis allongé dans la chambre obscure, écoutant les bruits de l'appartement sans électricité. Plus de ronronnement du frigo, juste le son lointain de la circulation et la vie de nos voisins qui continuaient normalement de l'autre côté des murs. Pour la première fois depuis jeudi soir, je me suis remis en question. Cela n'arrangeait rien. Cela nous rendait juste tous les deux malheureux, mais je ne savais pas comment arrêter sans avoir l'impression d'avoir perdu. Le lendemain au bureau, mon collègue Greg s'est arrêté à mon bureau vers l'heure du déjeuner. « Ça va, Hugo ? Ça fait 20 minutes que tu fixes ce tableau Excel sans bouger. » J'ai cligné des yeux, réalisant qu'il avait raison. Je regardais un rapport logistique sans le voir. Mon esprit rejouait les scènes de l'appartement. Oui, ça va. Juste un peu distrait. Tout va bien à la maison ? La question m'a pris au dépourvu. Je m'enorgueillissais de séparer vie pro et vie perso. Pourquoi tu me demandes ça ? Il a haussé les épaules. Tu as l'air ailleurs cette semaine. Tu as fait quelques erreurs dans le rapport d'hier, ce qui ne te ressemble pas. Ça m'a piqué plus que prévu. Ma compétence au travail était quelque chose que je contrôlais, une source de fierté. Si notre situation personnelle débordait sur ma vie professionnelle, c'est que les choses étaient pires que je ne le pensais. Juste quelques trucs à gérer, ai-je admis. Rien que je ne puisse maîtriser. Il a hoché la tête, voulant manifestement insister, mais il a bien lu mon langage corporel. Bon, n'hésite pas si tu as besoin de parler. Après son départ,
je me suis demandé jusqu'à quel point notre dysfonctionnement était devenu visible. Si mon collègue le remarquait, qu'est-ce que les autres voyaient? La réponse est venue le vendredi matin quand ma mère m'a appelé. J'ai eu un appel intéressant de Léa hier, a-t-elle dit sans préambule. Mon estomac s'est noué. Maman. Elle me dit que tu refuses de l'aider pour quoi que ce soit à la maison, que tu la punis parce qu'elle t'a demandé un peu d'espace. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. Alors explique-moi, Hugo, parce que de là où je suis, on dirait que vous êtes tous les deux incroyablement têtus. J'ai essayé d'expliquer la remarque que Léa m'avait faite, ce que j'avais ressenti, ma décision de prendre du recul pour la laisser assumer ses responsabilités. En le disant à voix haute, j'entendais ce que ça donnait. C'était mesquin, puéril. Un couple, ce n'est pas compter les points, a dit ma mère quand j'ai eu fini. Ce n'est pas une question de points, ai-je protesté. C'est une question de reconnaissance. De voir l'effort fourni. Je me sentais invisible dans ma propre relation, maman. Juste un système de maintenance qui tourne en arrière-plan. Elle est restée silencieuse un instant. Est-ce que tu as dit ça à Léa? Avec ces mots-là. Je lui ai dit que je ne gérais plus sa vie. C'est ce qu'elle voulait. Ce n'est pas la même chose que de lui dire ce que tu ressens, mon chéri. C'est juste de la vengeance déguisée en respect des limites. Les mots ont frappé plus fort que je ne voulais l'admettre. Je ne sais pas comment réparer ça. Peut-être commence par admettre que tu ne veux pas la punir. Tu veux être apprécié. Il y a une différence. Nous avons discuté encore quelques minutes, mais ces paroles me sont restées en tête après avoir raccroché. Est-ce que je posais des limites ou est-ce que je me vengeais? La ligne me semblait plus floue que je ne l'aurais souhaité. Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé Léa sous l'évier de la cuisine. Une serviette était étalée sous elle, son ordinateur posé par terre diffusait une vidéo YouTube sur la réparation de plomberie. L'eau recouvrait le sol autour d'elle, et elle était trempée. Ses vêtements de travail collaient à sa peau, ses cheveux s'échappaient de son chignon habituel. Le robinet avait commencé à fuir plus tôt dans la semaine, un nouveau problème s'ajoutant à notre liste grandissante. Je l'avais remarqué, j'avais les outils pour réparer, j'avais déjà regardé 3 tutoriels et je savais exactement quoi faire. Je ne l'avais juste pas fait. Chaque instinct en moi criait de l'aider, de m'agenouiller, de lui prendre la clé des mains et de régler le problème en 10 minutes. Comme j'avais réglé des dizaines de problèmes auparavant, j'ai dû me retenir physiquement, agrippant le cadre de la porte pour ne pas bouger. Elle savait que j'étais là. Je le voyais à la tension de ses épaules. Mais elle n'a pas demandé d'aide. Par fierté, peut-être, ou par un entêtement égal au mien. Je l'ai regardé lutter avec une clé qui n'était pas à la bonne taille, ses mains glissant sur le métal mouillé. La voix du narrateur de la vidéo expliquait joyeusement chaque étape tandis qu'elle devenait de plus en plus frustrée à chaque seconde. Puis le tuyau a glissé. L'eau l'a aspergé en plein visage. Elle a crié, a lutté pour trouver la vanne d'arrêt, a fini par mettre la main dessus et la fermer brusquement. L'eau s'est arrêtée. Elle est restée assise sur le sol mouillé, du mascara coulant sur ses joues, respirant fort. Elle a levé les yeux vers moi. Nos regards se sont croisés. J'ai failli intervenir, j'ai failli m'agenouiller et réparer. Failli rompre ce bras de fer qui nous détruisait tous les deux. À la place, j'ai fait demi-tour et je suis allé dans la chambre. Je l'ai entendu se relever. Finalement, j'ai entendu la porte de la salle de bain se fermer et la douche couler. Pendant qu'elle y était, je suis retourné à la cuisine. L'eau stagnait. Cela allait abîmer le meuble si je la laissais. J'ai réparé l'évier en 7 minutes, épongé l'eau, rangé les outils. Pas pour elle, me disais-je, pour l'appartement, pour moi. Mais je savais que ce n'était pas tout à fait vrai. Le week-end a été un flou d'évitement soigneux. Nous bougions l'un autour de l'autre comme des fantômes, partageant l'espace mais rien d'important. Samedi, nous avons tous les deux fait des courses séparément, remplissant des étagères distinctes dans le frigo. Dimanche, nous avons fait nos lessives à des horaires différents, regardé la télé sur des écrans différents dans des pièces différentes. Je l'ai entendu au téléphone avec son amie Lisa à un moment donné, inventant des excuses pour avoir manqué leur brunch. Sa voix semblait forcée, faussement joyeuse. Quand elle a raccroché, je l'ai entendu pleurer. Juste quelques minutes de bruits étouffés venant de la chambre, puis le silence. Je suis resté assis sur le canapé, fixant le vide,
me demandant quand nous en étions arrivés au point où ses pleurs dans l'autre pièce ne me donnaient plus envie de la consoler. Dimanche soir, sa voiture est tombée en panne. Elle avait repoussé le moment de s'occuper du voyant moteur toute la semaine, continuant à conduire pour aller au travail malgré ma désapprobation silencieuse. Je l'avais regardé partir chaque matin, sachant que le problème empirait, sans rien dire. L'inévitable était arrivé. La voiture avait rendu l'âme sur le parking d'un centre commercial. Elle avait appelé une dépanneuse elle-même, fait remorquer la voiture dans un garage, était rentrée en Uber. Quand elle m'a demandé de lui prêter ma voiture pour le lendemain, j'ai accepté sans commentaire. Pas de conseil, pas de proposition d'aller voir le problème, pas de suggestion de mécanicien. Elle m'a regardé comme si elle attendait que je dise quelque chose, n'importe quoi. Quand je ne l'ai pas fait, quelque chose dans son expression s'est effondré. Le diagnostic va coûter dans les 850 €, a-t-elle dit doucement. C'est dur, ai-je répondu. C'est tout ce que nous nous sommes dit. Lundi soir, je suis encore resté tard au travail. Je suis rentré vers 21h30 pour la trouver sur le canapé, entourée d'un chaos de papiers, de factures, de relevés bancaires, de devis de réparation, de documents d'assurance. Son ordinateur était ouvert sur plusieurs onglets, son visage éclairé par la lueur de l'écran. Elle avait l'air totalement épuisée, loin de la professionnelle impeccable qui partait au travail chaque matin, juste un être humain fatigué, écrasé par le poids de la gestion d'une vie. Je suis resté sur le pas de la porte à la regarder. Elle a senti ma présence et a levé les yeux. « Je ne peux plus faire ça », a-t-elle dit. Sa voix était plate, vaincue. Ni dramatique, ni manipulatrice. Juste honnête. Faire quoi? Tout ça. N'importe quoi. Peu importe ce qu'on est en train de faire là. Je suis entré lentement dans la pièce, peu sûr de moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu avais raison. Elle a baissé les yeux vers ses papiers. Je ne comprenais pas tout ce que tu portais à bout de bras, tout ce que j'avais arrêté de voir. Je me suis assis prudemment à l'autre bout du canapé. J'ai attendu. Je me sentais étouffé, a-t-elle continué, sa voix n'étant plus qu'un murmure. Mais je crois que j'avais juste peur. Peur de quoi? Elle a pris une inspiration tremblante. Mon père contrôlait tout ce que ma mère faisait. Chaque décision, chaque euro, chaque ami qu'elle voyait. Je l'ai vu disparaître derrière ses attentes à lui. Quand tu as commencé à tout gérer, quand tu avais toujours la réponse, la solution et le plan, j'ai ressenti la même chose. Comme si j'étais en train de disparaître. C'était une information nouvelle. Nous avions parlé de ses parents, mais jamais dans ces termes. Jamais avec ce poids. Mais cette semaine, a-t-elle ajouté, la voix brisée, mon Dieu Hugo, cette semaine m'a montré la différence. Tu ne me contrôlais pas. Tu me portais. Et je n'avais même pas remarqué le poids jusqu'à ce que tu le poses par terre. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Pas encore le pardon, pas tout à fait. Mais la première fissure dans la glace que j'avais construite autour de moi. Je voulais juste être apprécié, ai-je dit doucement. Être vu. Chaque jour, je résolvais des problèmes avant même que tu ne saches qu'ils existaient. Et j'avais l'impression d'être invisible, d'être juste un élément du décor de ta vie. Aussi banal que la tuyauterie. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, et j'ai vu de la reconnaissance dans ses yeux. Je suis désolé. Je suis tellement désolé de t'avoir fait ressentir ça. Je suis désolé de m'être braqué au lieu de te parler. J'étais blessé et je voulais que tu aies mal aussi. Ce n'est pas l'homme que je veux être. Nous sommes restés assis en silence un moment. Pas le silence hostile de la semaine passée, mais quelque chose de plus doux. Épuisé. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle admis. Moi non plus. L'honnêteté flottait entre nous. Pesante, mais d'une certaine manière, porteuse d'espoir. Au moins, nous étions sincères. Elle a fait glisser le devis de réparation de la voiture vers moi sur le canapé. Je ne comprends pas la moitié de ce qui est écrit. Il parle de sonde lambda et de pot catalytique, et je ne comprends pas. Elle ne me demandait pas de réparer à sa place. Elle me demandait de traduire, d'être un partenaire, pas un gestionnaire. J'ai pris le papier, je l'ai lu. D'accord, alors la sonde lambda mesure les gaz d'échappement. Quand elle lâche, ta voiture consomme beaucoup plus,
c'est pour ça que ton plein a dû fondre. Le pot catalytique, c'est plus sérieux, c'est pour le contrôle des émissions. Les prix sont élevés, mais c'est honnête pour Paris. Tu pourrais demander un deuxième avis, mais ça semble tenir la route. Elle a écouté, a pris des notes sur son téléphone, a posé des questions pour clarifier. J'y ai répondu sans prendre le dessus, sans appeler le garage moi-même ni négocier à sa place. Quand nous avons eu fini, elle a dit « merci ». 2 mots que je ne savais pas avoir tant besoin d'entendre. Je t'en prie. Il était plus de minuit quand nous sommes enfin allés nous coucher. Elle s'est endormie rapidement, épuisée par sa semaine. Je suis resté éveillé un peu plus longtemps, repensant à tout ce qui s'était passé. Nous avions tous les deux raison et tous les deux tort, et c'était le plus dur à admettre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec l'odeur du café. Je suis entré dans la cuisine et j'ai trouvé Léa devant le comptoir, 2 bols sortis, le café déjà prêt. Elle a levé les yeux quand je suis entré, m'offrant un sourire timide. J'ai regardé 3 vidéos YouTube pour comprendre le réglage de la mouture, a-t-elle dit. C'est probablement imbuvable. Je me suis servi une tasse. C'était en fait plutôt bon. C'est parfait. Cet après-midi-là, j'ai sorti les poubelles. Pas parce qu'elle me l'avait demandé, pas parce que je voulais prouver quelque chose, juste parce qu'il fallait le faire et que j'étais là. En rentrant, elle était en train de charger le lave-vaisselle. Une autre tâche que nous avions tous deux évitée pendant notre affrontement. Nous retrouvions notre chemin doucement, prudemment. Mercredi, elle m'a demandé si je voulais bien l'accompagner chez le mécanicien, pas pour régler le problème à sa place, pas pour gérer l'interaction, juste pour être avec elle. J'y suis allé, elle a parlé, pris les décisions, autorisé les réparations. J'étais à côté d'elle, je traduisais quand le garagiste utilisait du jargon, je répondais aux questions techniques quand elle se tournait vers moi, mais c'était sa conversation, sa voiture, son choix. Après, nous avons déjeuné dans un petit bistrot du quartier. Notre premier vrai repas partagé depuis plus d'1 semaine. La conversation était prudente au début, chacun testant les nouvelles limites, mais petit à petit nous nous sommes détendus dans quelque chose qui ressemblait presque à la normale. Jeudi soir, nous nous sommes installés ensemble avec toutes les factures et les comptes étalés sur la table à manger. Elle m'a demandé de lui montrer comment je gérais tout jusque-là. J'ai passé en revue le tableur, les prélèvements automatiques, le calendrier que j'avais construit sur 3 ans. C'est en fait assez incroyable, a-t-elle dit en regardant le système. Je n'avais aucune idée que tu faisais tout ça. C'était un peu ça le problème. Nous avons passé 2 heures à tout revoir, divisant les responsabilités en fonction de nos points forts et de nos préférences plutôt que de me laisser tout gérer par défaut. Elle s'occuperait d'Internet et des abonnements de streaming. Je garderais l'électricité puisque les prélèvements étaient déjà en place, mais elle vérifierait les factures chaque mois. Nous gérerions chacun l'entretien de notre propre véhicule, mais nous partagerions les courses en alternant les semaines. Ce n'était pas parfait. Nous n'étions pas d'accord sur tout, il a fallu faire des compromis. Mais nous parlions vraiment, au lieu de simplement camper sur nos positions. Vendredi soir, nous étions assis sur notre petit balcon, regardant les toits de Paris s'illuminer alors que le soleil se couchait. Elle a sorti 2 bières et nous sommes restés dans l'air qui se rafraîchissait, l'intensité de la semaine s'apaisant enfin. Je suis désolé, a-t-elle dit, rompant le silence confortable. Pour ce que j'ai dit, pour la façon dont je l'ai dit. Tu n'essayais pas de me contrôler. Je le sais maintenant. Je suis désolé de m'être fermé au lieu de discuter. J'étais blessé et j'ai mal réagi. Elle s'est tournée vers moi. J'ai besoin de me sentir capable, mais j'ai aussi besoin de me sentir soutenu. Ces 2 choses ne sont pas forcément incompatibles, n'est-ce pas? Non, elles ne le sont pas. Et moi, j'ai besoin de me sentir utile, mais pas d'avoir l'impression que tout s'écroule sans moi. Comme si j'étais un partenaire, pas le seul point de sécurité du système. On peut faire ça? Trouver cet équilibre? Je pense qu'on peut essayer. Elle a tendu la main et a pris la mienne. Je ne veux pas qu'on s'occupe de moi comme si j'étais impuissante, mais je veux qu'on prenne soin de moi. Il y a une nuance. J'apprends encore à voir la différence. Moi aussi. Nous sommes restés assis sans parler, regardant les lumières s'allumer à travers la ville. Après un moment, elle a repris, « Je crois qu'on se souviendra longtemps de la nuit où le courant a été coupé. » J'ai ri.
Mon premier vrai rire depuis des semaines. Ouais, ce n'était pas notre meilleur moment, mais c'était peut-être nécessaire. J'y ai réfléchi. La douleur de ces dernières semaines, les leçons apprises à la dure, la relation que nous reconstruisions sur les ruines de celle que nous avions tenue pour acquise. Ça craignait quand même. Ah ça, carrément. On s'est souri et on a senti que ça irait. Au cours des semaines suivantes, nous avons construit de nouveaux rythmes. Je faisais le café la plupart du temps, mais Léa avait appris et prenait le relais le week-end. Elle gérait sa voiture, mais me demandait conseil quand elle en avait besoin. Je gérais toujours la majorité des factures, mais elle les passait en revue avec moi, débusquant même une erreur de facturation que j'avais ratée. Nous avons appris à demander au lieu de supposer. Tu as besoin d'aide ou juste de compagnie est devenu notre code. Parfois, elle voulait que je résolve le problème. Parfois, elle voulait juste que je sois là pendant qu'elle le résolvait elle-même. Apprendre à faire la différence était un processus constant. Un mois après la nuit de la coupure de courant, un samedi matin, nous étions tous les deux dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner. Son téléphone a vibré, la notification de la facture d'électricité. Nous l'avons vu tous les deux. Je m'en occupe, a-t-elle dit en prenant son téléphone. Tu es sûr? Oui, mais si je me plante, tu es mon filet de sécurité. Toujours. Elle a payé la facture pendant que je brouillais les œufs, et elle m'a montré l'écran de confirmation comme une petite victoire. J'ai hoché la tête en signe d'approbation, ressentant une étrange bouffée de fierté, non pas parce qu'elle avait fait quelque chose que je faisais habituellement, mais parce qu'elle avait eu envie de me le montrer. Ce soir-là, toutes les lumières étaient allumées dans notre appartement. Nous étions tous les deux sur le canapé, elle avec son ordi montrant les factures payées, moi lisant à côté d'elle. Un moment ordinaire, confortable et durement gagné. Les lumières restaient allumées, pas parce que j'avais payé la facture, et pas parce qu'elle l'avait fait, mais parce que nous savions tous les deux que c'était important pour nous deux. Nous n'étions pas revenus là où nous en étions avant. Nous étions ailleurs, dans quelque chose de plus honnête, de plus équilibré, de plus intentionnel. Elle avait appris ce que signifiait être épaulé ou voulait vraiment dire, tout ce travail invisible qui permet à une vie de tourner. J'avais appris qu'être indispensable et être utilisé n'était pas la même chose. Et dans l'obscurité de cette première nuit sans électricité, nous nous étions enfin vus clairement. Ce n'était pas parfait. On se disputait encore pour savoir à qui c'était le tour de sortir les poubelles. On oubliait encore de communiquer parfois. On retombait encore dans nos vieux schémas avant de se reprendre. Mais on essayait, ensemble, et c'est ce qui faisait toute la différence. La nuit de la coupure de courant avait été une crise, mais de l'autre côté, nous avions trouvé quelque chose que nous ne savions pas nous manquer. Ni l'indépendance, ni la dépendance, mais l'interdépendance. La compréhension que nous étions plus forts quand nous portions le poids ensemble. Quand nous pouvions nous appuyer l'un sur l'autre sans disparaître l'un dans l'autre. Certaines leçons ne s'apprennent que dans le noir. Et certaines lumières ne brillent que plus fort après s'être éteintes. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour vous? Voici notre analyse. Parlons du travail invisible. Vous savez, toutes ces choses qui font tourner un foyer et que personne ne remarque tant qu'elles ne s'arrêtent pas. Les factures sont payées, les courses apparaissent, les voitures sont entretenues, les rendez-vous sont pris, les problèmes sont résolus avant même d'exister. Et la personne qui fait tout ça pourrait tout aussi bien être un appareil électroménager pour ce qu'elle reçoit en termes de reconnaissance. C'était votre rôle. Et quand vous avez enfin dit quelque chose, quand vous avez arrêté d'être l'infrastructure invisible de sa vie, elle a appelé ça du contrôle. C'est le piège, n'est-ce pas?